Salut à tous! À la fin de ce mois de juin, nous sommes appelés une nouvelle fois aux urnes avec les élections départementales et régionales. Et de toutes les élections en France, ces deux-là rencontrent bien peu de succès. En même temps, on va se le dire, personne ne comprend vraiment pourquoi on se déplace dans un bureau de vote quand il s'agit du département ou de la région. Et bien justement, aujourd'hui je vous propose de voir à quoi servent les départements et les régions. Alors déjà, précisons quelques points importants. Les départements et les régions, ce sont avant tout des subdivisions du territoire français. Et dans ces subdivisions, on trouve deux types d'administrations. On a d'abord celles de l'État, qu'on appelle des administrations déconcentrées, et qui sont dirigées par un représentant de l'État. Dans les départements, il s'agit du préfet, et dans les régions, eh bien, c'est le préfet de région. Et à côté de ces administrations de l'État, on trouve ce que l'on appelle des collectivités territoriales, c'est-à-dire des administrations qu'on dit décentralisées, parce qu'elles s'administrent de manière autonome par rapport à celles de l'État. Quand je dis qu'elles s'administrent de manière autonome, eh bien ça signifie qu'elles prennent les décisions qu'elles souhaitent, mais seulement dans les champs de compétences que leur a transféré l'État, et selon les modalités qui sont fixées par la loi. Dans les départements, les collectivités départementales sont les conseils départementaux, et dans les régions, les collectivités régionales sont les conseils régionaux. Donc quand vous êtes appelé à voter aux élections départementales ou régionales, eh bien vous votez pour renouveler les conseils départementaux ou régionaux. Pour ce qui est de la composition de ces assemblées départementales et régionales, eh bien par exemple pour le département, le nombre de conseillers départementaux dépend du nombre de cantons qu'il y a dans le département. Prenons l'exemple du département des Côtes-d'Armor, il compte 27 cantons. Dans chaque canton, un binôme paritaire est élu. Donc le conseil départemental des Côtes-d'Armor compte au total 54 conseillers départementaux. Pour ce qui est du conseil régional, eh bien le nombre de conseillers qui le composent dépend du nombre d'habitants par département qui constitue la région. Par exemple en Bretagne, le département le moins peuplé, les Côtes-d'Armor, a 17 conseillers régionaux, alors que le département le plus peuplé, l'Ille-et-Vilaine, en compte lui 28. Et au total, le conseil régional de Bretagne est constitué de 83 conseillers régionaux. Pour les modes de scrutin, eh bien, je ne peux que vous renvoyer vers la vidéo de Théo sur le système électoral français. Il y parle notamment des élections départementales et régionales. En tout cas, une fois les élections passées, les conseils départementaux et régionaux élisent un ou une présidente à la tête de leur assemblée. Bien maintenant que vous savez quelles institutions sont concernées par ces élections, voyons dans quel domaine elles interviennent et d'abord avec les conseils départementaux. Si on raisonne en termes de spécialisation des compétences des différentes collectivités territoriales, eh bien on dit que les conseils départementaux sont les collectivités chefs de file pour tout ce qui est l'aide sociale, pour les politiques visant à permettre l'autonomie des personnes et les politiques visant la solidarité des territoires. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien dans tous ces domaines, les conseils départementaux disposent de larges compétences pour mettre en œuvre des politiques sociales et rurales. Prenons d'abord l'aide sociale. Alors pour ceux qui se le demandent, l'aide sociale désigne l'ensemble des prestations sociales obligatoires délivrées par les pouvoirs publics pour aider les personnes qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins primaires. Les conseils départementaux ont donc à charge de nombreuses prestations visant à assister les personnes en situation de précarité, de pauvreté ou de dépendance. Pour la pauvreté et la précarité, les conseils départementaux financent le revenu de solidarité active, le RSA, et ils en gèrent aussi l'attribution aux bénéficiaires. Ils gèrent aussi le Fonds de solidarité pour le logement, qui est une aide pour les personnes qui auraient du mal à trouver ou garder un logement. Dans les faits, la gestion de ces prestations se fait généralement par la Caisse d'allocation familiale, la CAF, qui assure souvent pour le compte des conseils départementaux l'instruction des demandes, le calcul des droits et le versement de l'aide sur le compte en banque du bénéficiaire. À côté de ça, les conseils départementaux assurent aussi un suivi des bénéficiaires pour les aider à retrouver une autonomie. L'aide sociale départementale s'adresse aussi aux familles et aux enfants. Elle se concrétise d'abord en une aide financière, l'aide financière d'aide sociale à l'enfance, la FASE, qui est destinée aux familles dont les ressources sont insuffisantes pour subvenir aux besoins de l'enfant, notamment pour sa santé et sa sécurité sanitaire. Elle se concrétise aussi en des actions de prévention et de signalement de la maltraitance infantile. Les conseils départementaux doivent aussi mettre en œuvre des politiques qu'on appelle protection maternelle et infantile, PMI, et qui se concrétisent en un ensemble d'actions, de consultations et de prévention destinées aux femmes enceintes et aux parents d'enfants de moins de 6 ans. Les conseils départementaux ont aussi la charge de l'accueil de la petite enfance, puisqu'ils délivrent les agréments et contrôlent les structures, mais aussi les assistants maternels. Après la précarité et l'enfance, les conseils départementaux agissent beaucoup pour les personnes en situation de handicap. D'abord avec la prestation de compensation du handicap, la PCH, qui est une aide financière pour permettre aux personnes en situation de handicap de maintenir leur autonomie.
Les conseils départementaux financent aussi les solutions de logement adaptées, comme les foyers d'accueil médicalisés, mais aussi les aides à domicile. Et enfin, ils gèrent aussi le transport des élèves en situation de handicap. Mais surtout, ils gèrent les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, qui constituent des guichets uniques pour elles afin de les informer, de les accompagner et aussi de les aider dans l'attribution des aides auxquelles elles ont droit. Enfin, quand on parle de dépendance, il ne faut pas oublier les personnes âgées, car là aussi, les conseils départementaux ne sont pas en reste. Car en effet, ils gèrent l'allocation personnalisée d'autonomie, qui permet notamment de financer toutes les aides humaines et matérielles, afin que ces personnes puissent vivre à leur domicile ou en établissement spécialisé quand elles commencent à perdre de leur autonomie. Et ils participent au financement et au contrôle des structures d'accueil, comme les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Et enfin, comme l'époque est aux épidémies, sachez que les conseils départementaux peuvent mettre en place des structures pour prévenir les grandes maladies, comme notamment en dépistant les MST, la tuberculose, et eux aussi faire un bilan de sa vaccination. Voilà pour toute l'action sociale et sanitaire des conseils départementaux. Mais on n'en a pas encore fini avec eux, car ils interviennent dans bien d'autres domaines. Tout à l'heure, je vous parlais de solidarité des territoires. Les conseils départementaux peuvent assister les communes rurales quand elles manquent de moyens pour mettre en œuvre les politiques qui sont de leur ressort, comme par exemple l'assainissement de l'eau, où le conseil départemental peut apporter une aide financière. Ils interviennent aussi dans le numérique, en participant au déploiement du très haut débit dans les territoires ruraux. En parlant d'infrastructure, sachez que les conseils départementaux ont aussi la charge des routes, enfin celles qui font partie de son domaine routier départemental. Ils peuvent aussi avoir à gérer des équipements comme des aérodromes civils, des ports de pêche ou de commerce qu'on leur aurait transférés. Pour la sécurité, les conseils départementaux financent et participent à la gestion des services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, qui sont donc les pompiers du coin si vous n'habitez pas Paris ou Marseille. Dans le volet éducation, la construction et l'entretien des collèges ainsi que la gestion des personnels non enseignants sont de la responsabilité des conseils départementaux. L'État, lui, gère de son côté le personnel enseignant, les programmes et les diplômes. Dans le domaine de la culture, les conseils départementaux gèrent les musées et les bibliothèques départementaux. Ils peuvent avoir à entretenir des monuments historiques s'ils en sont les propriétaires, mais le plus important, ils gèrent les archives départementales qui collectent, classent et conservent tous les documents administratifs et notamment ceux des administrations de l'État dans le département. Pour l'environnement, ils gèrent les espaces naturels sensibles qui visent à protéger de l'artificialisation des sols, notamment les territoires jugés sensibles sur le plan de l'écologie. Dans le domaine économique, les conseils départementaux disposent de peu de marge de manœuvre. Ils peuvent éventuellement participer aux aides gérées par les conseils régionaux destinées aux entreprises. Les conseils régionaux. Justement, parlons-en. Si les conseils départementaux sont les chefs de file du social, les conseils régionaux, eux, sont les chefs de file de l'action économique et de l'aménagement du territoire. En effet, ils sont les seuls à pouvoir définir les régimes d'aide et leur délivrance aux entreprises du territoire. Ces aides peuvent prendre la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts ou d'avances avec des taux d'intérêt pas dégueulasses. Ces aides se veulent participatives car les communes, les intercommunalités ou les départements peuvent y participer en mettant de l'argent dans le pot commun. Au-delà de simplement donner des aides, les conseils régionaux fixent les grandes orientations en matière de stratégie économique pour leur territoire, en élaborant le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, qui sert en gros à coordonner l'action des autres collectivités dans le secteur économique, mais aussi à définir les types d'aides et les secteurs à aider. Dans la même logique économique, les conseils régionaux sont compétents dans la formation professionnelle. Ils coordonnent notamment les financements, mais aussi les besoins de formation par bassin d'emploi sur le territoire régional. Comme on est dans le sujet de la formation et donc de l'éducation, les conseils régionaux gèrent, comme les conseils départementaux pour les collèges, l'entretien et la construction des lycées. Les conseils régionaux sont ensuite des acteurs incontournables en matière d'aménagement du territoire. Dans cette optique, ils élaborent un autre document très important, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. En gros, c'est un document qui sert à définir les grandes orientations en matière d'aménagement du territoire et oblige les autres collectivités à respecter les objectifs définis. Globalement, que ce soit pour l'aide économique ou pour l'aménagement du territoire, l'action des conseils régionaux est essentiellement planificatrice. Avec l'aménagement du territoire, les conseils régionaux sont aussi chefs de file en matière de transport. Ce sont les autorités organisatrices des transports ferroviaires régionaux de personnes. En gros, le TER que vous prenez. Ils gèrent aussi les transports routiers de personnes dans les zones non urbaines. Et ils s'occupent aussi de la desserte des îles sur le littoral français.
Et tant qu'on est dans la question des transports, eh bien sachez que les conseils régionaux gèrent aussi les grands équipements de type port ou aéroport qui ne sont pas d'importance nationale ou internationale. Sur le plan de l'environnement, les régions vont avoir une action, notamment dans la planification de la gestion des déchets par exemple, ou aussi la protection de certains espaces avec les mises en place de parcs régionaux naturels. Et enfin, dans le domaine de la culture, eh bien, les conseils régionaux interviennent notamment par leurs compétences initiales, celle de la formation professionnelle, en finançant l'enseignement artistique. En parlant d'aide et de financement, eh bien, sachez que les aides du Fonds européen de développement économique régional sont gérées par l'État avec les conseils régionaux. Et voilà pour les compétences des conseils départementaux et régionaux. Mais avant de se quitter, un dernier petit point de précision. Sachez que si vous habitez Paris ou la métropole de Lyon, eh bien, vous ne voterez pas aux élections départementales. Tout simplement parce que dans ces deux collectivités, les compétences du département sont du ressort du Conseil de Paris pour Paris et du Conseil de la métropole pour la métropole de Lyon. Et ces deux conseils ont été élus à la suite des élections municipales de l'année dernière. Si vous habitez Mayotte, eh bien, sachez que vous ne voterez pas aux élections régionales parce que les compétences régionales sont du ressort du Conseil départemental de l'île, qui dispose donc d'un statut particulier. Et si vous habitez la Corse, la Guyane ou la Martinique, eh bien vous ne voterez ni aux élections régionales ni aux élections départementales, mais vous voterez à des élections qu'on appellera territoriales, ou pour la Corse, celle de l'Assemblée de Corse, qui en gros, en fait, pour toutes ces assemblées, ont les compétences à la fois du département et de la région. Et voilà qui conclut cette vidéo. Désormais, vous pouvez aller voter aux élections départementales et régionales en âme et conscience. Alors, allez voter, mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous, et à bientôt sur Oui.